effectivement, j'ai une formation d'architecte au départ et je me suis assez rapidement intéressé à l'archéologie. En archéologie interviennent à peu près toutes les disciplines désormais, mais il est bien de pouvoir dialoguer, notamment sur la fouille. Donc, lorsqu'on appartient à une spécialité, il est intéressant aussi de suivre la fouille de près, car globalement, les éléments sont indissociables. C'est-à-dire on peut difficilement extraire d'une fouille un certain type de matériel ou une certaine donnée et les confier à quelqu'un qui serait totalement extérieur et qui ne connaîtrait pas les problématiques archéologiques. Donc j'ai été en fonction à Rome pendant une trentaine d'années, qui est donc un institut de recherche pour toutes les périodes, Antiquité, Moyen-Âge et monde contemporain et moderne. Et dans le cadre de l'Antiquité, un peu moins du Moyen-Âge, l'École française de Rome procède à des fouilles, bien évidemment en liaison étroite avec les autorités italiennes. Et donc, à l'École de Rome viennent un certain nombre de membres qui passent 3 ans à l'intérieur de l'école, ainsi que des boursiers. Les gens qui sont à Rome arrivent souvent avec un thème, enfin toujours avec un thème de recherche qui, dans certains cas, peut déboucher sur une fouille partielle ou relativement importante. Dans les édifices que j'ai retenus et que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a le balnéum du sanctuaire des Arvales, pour vous expliquer la démarche. C'est donc John Shade, qui à l'heure actuelle est professeur au Collège de France et qui est spécialiste de la religion romaine, qui avait étudié ce sanctuaire qui se situe à la périphérie de Rome à partir des nombreuses inscriptions qui ont été découvertes dans le sanctuaire. Et lorsqu'il est devenu membre de l'École de Rome, son programme, entre autres, était d'ouvrir de nouvelles fouilles sur le site pour voir dans quelle mesure ce que racontaient les inscriptions correspondait à la réalité et enrichir les inscriptions. Donc établir un va-et-vient entre les textes et la réalité archéologique de façon à mieux comprendre le fonctionnement du sanctuaire et son histoire. Voilà un exemple de démarche. Donc moi je participe bien évidemment au niveau architecture et relevé. Donc le premier stade, c'est de faire les relevés des vestiges, et qui, à mon avis, enfin c'est peut-être un avis personnel aussi, mais je pense que beaucoup d'architectes qui s'occupent d'archéologie le partagent, ce travail ne peut pas être fait après la fouille, mais doit être fait pendant la fouille. Car l'architecte voit des choses que l'historien ne voit pas ou que l'archéologue ne voit pas, et vice-versa. Donc la collaboration sur le terrain me semble très importante, tout au moins pour l'architecte, dans la mesure où parfois une donnée infime peut permettre de reconstituer une bonne partie d'un bâtiment. Donc quelquefois ce sont des choses tellement fines qu'elles peuvent échapper à qui n'a pas l'œil et les préoccupations branchées là-dessus. Dans ce cadre-là, j'ai été amené à travailler en Italie, en Tunisie et en Syrie. C'est pourquoi vous verrez quelques exemples tunisiens et syriens. À l'heure actuelle, je travaille à l'IRA, donc l'Institut de recherche sur l'architecture antique, qui est un laboratoire du CNRS, qui regroupe des ITA architectes, dont je suis, et des chercheurs spécialisés dans l'architecture. Donc Jean-Charles Moretti, qui fera, je crois, une prochaine conférence, lui travaille sur les théâtres. Et sur les théâtres, il travaille avec 2 de mes collègues architectes. Ils ont notamment travaillé sur le théâtre d'Orange à l'occasion de la pose de la couverture sur la scène, qui a entraîné d'ailleurs, à mon avis, un certain nombre de dégâts quand même si elle est censée protéger le monument. Donc, à mon avis, ce serait peut-être mieux que Jean-Charles Moretti vous parle de ce type de problème, parce que moi, je suis à l'IRA depuis assez peu de temps. Je suis revenu de Rome surchargé de dossiers que j'espère arriver à publier, car le gros problème de l'archéologie, on fouille. En général, on ne fouille pas d'affilée, mais quand on est dans des instituts de recherche, on fouille 1 mois par an sur le terrain.
Mais on a plusieurs chantiers. Le reste de l'année, on absorbe et on fait progresser les données qui ont été recueillies de façon à être plus efficace et à poser des questions plus pertinentes lors de la campagne suivante. Et tout ça doit aboutir à la publication d'une monographie sur l'édifice. Si on n'aboutit pas là, en fait, la majeure partie des données sont perdues, car on s'aperçoit quand on essaie de le faire qu'il est très difficile de se plonger dans la documentation des autres, et que la fréquentation, je dirais, charnelle de l'édifice et des strates qui l'ont rempli au cours des siècles est absolument essentielle. C'est pourquoi je me méfie un peu des techniques modernes de relevé, car à mon avis, la progression des techniques est extrêmement profitable pour arriver à comprendre ce que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais dans le cas de l'architecture, dans la mesure où on peut la voir et la toucher, et qu'elle est à notre échelle, vu que c'est nous qui l'avons construite, le rapport avec le bâtiment est essentiel. J'entends par là que si l'on faisait entrer un scanner 3D dans cette pièce et qu'on la relève en entier, ce n'est pas pour autant qu'on aurait compris vraiment comment elle est faite. Et lorsqu'on applique, et encore ici, il s'agit d'une architecture très régulière, une architecture industrielle millimétrique, mais quand on a affaire à un bâtiment antique qui plus est dégradé, dont l'épiderme présente des tas d'accidents, un relevé 3D automatique qui se fait en une journée va vous donner une nuée de points, et on aura même beaucoup de mal ensuite, avec cette nuée de points, en s'approchant de l'édifice, à arriver à repérer ce que représentent ces points. Donc là, je crois qu'il y a un risque. Autant cela peut nous apporter, alors moi je fouille, je vous le présenterai aussi, en Tunisie, des thermes qui se trouvent dans un sanctuaire, dont le temple est établi au-dessus d'une source qui sort à 52 degrés, et en aval du sanctuaire ont été construits des thermes. Et l'eau de ces thermes dépose énormément de dépôts de concrétion calcaire à l'intérieur de l'édifice. Et alors donc on a fait venir des géomorphologues pour nous seconder, et nous travaillons ensemble sur le terrain, car les questions qu'ils se posent et celles que je me pose doivent être confrontées, mais sur le terrain, parce qu'elles sont, si on veut répondre, sont des choses tellement subtiles qu'il faut être là ensemble. Et par exemple, donc, l'apport de la géomorphologie avec les analyses chimiques, spectrales et autres permet par exemple de déterminer que la température entre deux des bassins de cet édifice, la différence de température était de l'ordre de 8 degrés. Ils sont même assez précis, 8 degrés. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sait que dans les termes romains, le jeu du bain, enfin la pratique du bain, était basée sur un échelonnement des températures pour se terminer par un bain froid. Mais finalement, on n'a aucune idée de la température de l'eau dans laquelle les gens s'immergeaient, ni de la progression des températures jusqu'à la salle la plus chaude. Donc là, à travers l'étude de ces concrétions, qui sont en fait des roches déposées en strates, on arrive à déterminer la différence de température entre deux bassins, ce qui est extrêmement intéressant pour nous. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens de le faire, à moins de faire une simulation. Mais c'est très difficile à faire, parce qu'il faudrait faire une simulation avec les mêmes matériaux que les matériaux antiques. Voilà donc une petite présentation rapide sur la démarche. Donc je vais parler des termes romains. Et évidemment, le titre de mon intervention, c'est des bains hellénistiques aux termes romains, car bien évidemment, les termes romains ne sont pas apparus du jour au lendemain dans le paysage de l'Empire, mais sont le fruit d'une longue évolution. Donc les termes sont, avec les théâtres et les amphithéâtres, les stades et les cirques, les principaux lieux de divertissement populaire. Leur monumentalité et la qualité de leur décor intérieur reflètent la puissance de ceux qui en ont financé ou promu la construction, que ce soit de riches particuliers, des magistrats attachés à la cité, ou bien l'empereur lui-même, comme dans le cas des termes de Caracalla ou de Dioclétien. Élément essentiel de la vie des riches comme des pauvres, les termes sont omniprésents d'un bout à l'autre de l'Empire, tant dans les villas rurales, dans les maisons urbaines, et bien évidemment dans les villes.
Et ils ont encore parfois, à l'heure actuelle, un fort impact dans le paysage. On le verra en Tunisie, le marqueur des villes tunisiennes, c'est la silhouette des ruines des thermes qu'on aperçoit de très loin. Chaque quartier possédait un ou plusieurs bains publics de proximité, de dimension plus ou moins modeste. Quant aux édifices les plus prestigieux, ils se dressaient le plus souvent non loin de lieux privilégiés, particulièrement fréquentés, tels que le forum, le théâtre ou le marché. C'est le cas à Ostie, par exemple, où les thermes de Neptune se situent à proximité de la place des corporations, qui était le grand marché où se faisaient les tractations entre Ostie et les différentes villes de l'Empire, et le théâtre qui est lié à ce marché. Quelquefois aussi, il se dresse sur le littoral, comme à Ostie ou à Carthage. Les grands thèmes de Carthage sont les pieds dans l'eau, comme nous le verrons. Nous savons que Pline se plaisait à contempler la mer par la fenêtre lorsqu'il était immergé dans la baignoire du caldarium de sa villa de Lorrain. Il nous le dit, il regarde par la fenêtre. Excusez-moi. Donc les textes sont intéressants parce que s'il regardait par la fenêtre, excusez-moi, cela veut dire que le châssis de la fenêtre était mobile, car le verre antique n'était translucide mais pas transparent. Donc là, on a une information précieuse sur quelque chose qui n'est pas facile à retrouver archéologiquement parlant. Peut-être Pline, en contemplant la mer, s'imaginait-il semblable à ce nageur bien humain, intégré au cortège marin de Neptune et qui évolue très à l'aise au milieu des Néréides et des monstres marins. Donc ça, c'est le terme de Neptune à Ostie. Tant pour des raisons hygiéniques et curatives que festives, le contact avec l'eau était une composante familière, très souvent quotidienne, du vécu des Romains. Quel que soit leur âge, leur sexe, leur statut social, tous fréquentaient les thermes publics, même ceux qui possédaient un bain à l'intérieur de la maison, et même l'empereur, quelquefois, on sait qu'Adrien se rendait dans les bains publics. Et l'on peut se demander, cas extrême, où et quand l'empereur Commode trouvait-il le temps de remplir ses fonctions ? En effet, il lui arrivait de prendre jusqu'à 6 à 8 bains complets par jour. Donc en gros, il passait à peu près toute sa journée dans les thermes de son palais. Alors la réponse nous vient peut-être de Pline l'Ancien, dont le neveu nous raconte que son oncle se rendait au bain accompagné de son secrétaire, lequel lisait pour lui et écrivait sous sa dictée, pendant que son maître se prélassait dans les baignoires. Ce rapport intime avec l'eau et la sociabilité qu'elle engendre sont caractéristiques de la société romaine, et il est emblématique qu'une exposition organisée à Rome il y a une trentaine d'années ait été intitulée « Il trionfo dell'acqua », le triomphe de l'eau. L'hygiène du corps et la toilette n'ont cependant pas toujours forcément impliqué l'usage de l'eau. Ça nous paraît tellement évident, cet usage de l'eau, parce que finalement nous sommes quand même relativement proches des Romains dans l'abondance de l'eau que nous utilisons, même si nous l'utilisons de façon très individuelle. Nous sommes assez familiers. En revanche, dans un ouvrage traitant de la construction des châteaux et des hôtels particuliers paru en 1624, Louis Savot écrit ceci, je cite, « Nous pouvons plus commodément nous passer des bains que les anciens à cause de l'usage du linge que nous avons, qui nous sert aujourd'hui à tenir le corps net, plus commodément que ne pouvaient le faire les étuves et bains aux anciens, qui étaient privés de l'usage et commodité du linge. » Une soixantaine d'années plus tard, Perrault renchérit, je cite, « Il ne tient qu'à nous de faire de grands bains, mais la propreté de notre linge et l'abondance que nous en avons valent mieux que tous les bains du monde. » Pour l'aristocratie du XVIIe siècle, l'effet du linge était donc comparable à celui de l'eau. Et si celle-ci coulait abondamment, comme chez les Romains d'ailleurs, dans les jardins, pour alimenter les fontaines, en revanche, dans les palais, elle servait tout au plus à se laver le visage, à se laver les mains et se rincer la bouche. Bon, il y a un livre de Georges Vigarel qui s'intitule « Le propre et le sale », qui est publié en édition de poche.
qui est extrêmement intéressant à ce sujet, qui montre l'évolution du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Donc on peut très bien, dans certaines mentalités, arriver à se laver sans eau. Bon, chez les Romains, c'était vraiment l'inverse. Nous sommes là en présence de deux attitudes antinomiques et extrêmes qui, l'une comme l'autre, ne se sont pas constituées du jour au lendemain, mais sont bien évidemment l'aboutissement d'une longue évolution dont les origines, en ce qui concerne notre propos d'aujourd'hui, sont à rechercher dans le monde grec et hellénistique. La période charnière au cours de laquelle s'effectue le passage des balanéias grecs au terme romain se situe entre le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ et l'époque augustéenne. C'est durant cette période que sont mises au point de nouvelles techniques qui vont permettre à la fois le changement d'échelle des édifices et l'élaboration de pratiques balnéaires beaucoup plus sophistiquées et variées que celles que pratiquaient les Grecs. L'invention de l'opus schematicum va faciliter l'édification d'aqueducs portant l'eau à l'intérieur de la cité et permettre de couvrir de vastes espaces sans support intermédiaire, tout en libérant des parois entières pour percer de larges fenêtres. À Bosra, par exemple, il y a des fenêtres Karmal qui font 7 mètres de large, c'est-à-dire la largeur de la pièce. Il a juste la retombée dans les angles pour la voûte d'arête et toute la lunette est occupée par une fenêtre. Le verre à vitre, inconnu jusqu'alors, viendra remplir ces vastes ouvertures afin d'éclairer généreusement les espaces intérieurs, jusqu'alors très sombres. En effet, les bains républicains étaient très mal éclairés parce que comme ils étaient mal chauffés, on faisait les ouvertures les plus petites possibles. Et donc ces vitres vont permettre de laisser rentrer la lumière et grâce à un système de double vitrage, empêcher les déperditions de chaleur. On le verra tout à l'heure. Enfin, grâce à l'invention de l'hypocauste, c'est-à-dire les planchers suspendus, il sera désormais possible de faire circuler de l'air chaud sous les pavements et d'atteindre ainsi des températures élevées à l'intérieur des salles. Donc ça, c'est une image, donc une mosaïque du 5e siècle trouvée à Carthage, qui est assez intéressante dans la mesure où elle nous montre la villa elle-même et dépassant de la villa, les thermes de la villa, qu'on reconnaît au fait qu'ils sont couverts par des coupoles, et que la fumée sort de 3 des salles et la 4e coupole n'a pas de fumée et est la plus grande des 4. Donc on peut supposer ici qu'on a le frigidarium, qui est la grande coupole, et les 3 salles chaudes traditionnelles minimum du bain romain, à savoir un tépidarium, un laconicum, c'est-à-dire une étuve sèche, et un caldarium. Je ne garantis pas mon interprétation, mais elle est tout à fait plausible. Je parlais tout à l'heure de l'impact des thermes dans le paysage. Ici, on est sur le site de Mactar, donc l'image parle d'elle-même. Bon, en général, je vous ai mis la date des édifices sur les images. C'est bien agréable de savoir à quelle époque on se situe. Ici, un autre impact fort dans le paysage, les thermes de Bulareggia, qu'on aperçoit ici. Et à côté, je vous ai mis, pour vous donner une idée des ordres de grandeur, à la même échelle, les thermes de Caracalla, le Colisée, les thermes du Forum d'Ostie et le stade de Domitien en haut. Donc la Piazza Navona, donc je pense que le Colisée, la Piazza Navona, tout le monde en a le concept et les dimensions dans la tête. Ça vous donne une idée de la dimension des thermes de Caracalla et des bains d'Ostie qui sont des petits bains publics mais relativement grands pour la ville. Donc les bains occupent des points clés dans la cité. Ici on est à Bosra. Le théâtre se trouve non loin par ici, et nous avons côte à côte, de l'autre côté du Decumanus, donc du Decumanus Maximus, c'est-à-dire l'une des 2 rues principales de la ville, nous avons un édifice thermal ici, et un autre juste en face qui couvre tout un îlot.
Donc des installations gigantesques et qui sont même situées côte à côte. Donc on pourrait éventuellement émettre l'idée qu'il y a un bain pour les hommes, un bain pour les femmes, mais pour l'instant rien ne permet de le dire. Alors je parlais tout à l'heure de l'architecte, enfin tout au moins l'architecte que je suis, qui aime être sur le terrain pour suivre les choses. Là je vous ai mis un exemple qui est d'ailleurs simplifié, ce sont les thermes du sud de Bosra qu'on vient d'apercevoir sur une restitution d'un collègue, Thibaut Fournet, qui travaille là-bas. Et sur ce plan sont portées les différentes phases. Et encore, ça a été extrêmement simplifié, c'est-à-dire que la vie du bâtiment était beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît là-dessus. Donc il est évident que si on veut saisir l'évolution des pratiques thermales ou l'évolution d'une ville dans ses besoins en termes, par exemple avec l'augmentation de la population ou des changements de pratiques, de tels édifices sont extrêmement intéressants, mais supposent une analyse très très minutieuse et qui est très très longue. Donc souvent les informations sont perdues. Dans le cas présent, c'est dramatique, c'est-à-dire que lorsque j'allais en Syrie, je faisais le pompier. Pendant l'hiver, on dégageait les bâtiments à la pelle mécanique et en rasant la ville 19e et médiévale pour faire apparaître les structures antiques. La personne qui conduisait la pelle mécanique n'avait aucune notion d'ailleurs et ne savait pas quelle était la différence entre un mur du 18e et un mur romain. Donc vous pouvez imaginer. Donc ça c'est un phénomène qui aboutit théoriquement à une mise en valeur et qui commence à être un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'en France, nous, on n'attaque pas les monuments historiques avec des pelles mécaniques, mais on les attaque en les restaurant de façon extrêmement rapide, sans analyse préalable archéologique vraiment sérieuse. Et le phénomène se produit partout. Dans un pays comme la Tunisie, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens dans la salle, mais enfin le président Ben Ali a demandé au service archéologique de désigner par gouvernorat un site qui serait destiné à être visité par les touristes. Et donc il faut immédiatement mettre en valeur ces sites, ce qui équivaut en fait à les détruire. On ne peut pas restaurer un bâtiment tant qu'on ne l'a pas analysé précisément. Et on ne peut pas faire une fouille rapide, ça n'existe pas. Enfin, l'INRAP fait des fouilles rapides, mais très ponctuelles. On ne s'attaque pas à une ville antique entière comme ça du jour au lendemain. Donc le bain hellénistique, alors j'ai choisi cette photo d'abord parce que c'est une scène de bain. On voit en haut un strigile qui est suspendu, il y a sans doute un clou dans le mur, un crochet dans le mur auquel sont suspendus un strigile, c'est-à-dire un instrument pour se racler la peau, et des éponges. Donc la personne qui est en train de puiser de l'eau la puise pour le bain. Et donc ça c'est pour souligner qu'à l'époque hellénistique, sauf exception rare, l'eau il fallait la puiser soit dans une citerne, soit dans un puits. Donc elle était extrêmement précieuse, peu abondante et était forcément économisée au maximum dans les bains. Et nous verrons d'ailleurs tout à l'heure comment elle était économisée, c'est-à-dire elle servait en général 2 fois. Alors dans la période classique, nous ne connaissons que 8 édifices datant du 5e ou du 4e siècle, et ils sont tous situés en Grèce, à part 2 d'entre eux, un qui est en Turquie, et l'autre que voici, qui est une découverte assez extraordinaire, faite à Marseille en 1994, dans le cadre d'une fouille d'urgence pour construire un bâtiment. Alors évidemment, la rotonde que vous apercevez là est largement restituée sur le dessin, dans la mesure où il s'agit d'une fouille urbaine, et que donc il y a des tas de lacunes dues aux fondations postérieures dans les murs de l'édifice. Mais la fouille a cependant permis de trouver cette salle circulaire autour de laquelle sont disposées des cuves plates, comme je vais vous en montrer ensuite. Et c'est un des exemples les plus anciens et les plus grands. C'est-à-dire que la rotonde comporte en gros une quarantaine d'emplacements pour le bain par affusion. Donc, et cela nous prouve qu'à cette époque-là, les bains grecs étaient diffusés sur tout le pourtour de la Méditerranée, certainement dans toutes les colonies grecques.
Donc on pourrait s'attendre à trouver des bains comme ça dans d'autres sites sur le pourtour méditerranéen. Alors quels sont les instruments du bain? Alors il y a le labrum ou le loutron en grec. Il y a évidemment la source d'eau qui peut être un puits ou une citerne. Et le labrum est donc une vasque sur pied que l'on remplit et dans laquelle on puise de l'eau pour s'asperger. Une autre façon de se baigner, c'est la douche. Et donc, effectivement, pour nous renseigner sur les bains, les vases grecs sont extrêmement précieux et l'iconographie représentant des gens se lavant autour d'un labrum est récurrente. Et là, on a un exemple très intéressant de personnes se douchant. Alors, on se douchait aussi à l'époque romaine, mais c'est très difficile en général de trouver l'emplacement des douches. Personnellement, j'en ai trouvé à Bosra et en Tunisie, mais c'était un pur hasard. À mesure où l'arrivée d'eau est assez haute, il faut que le bâtiment soit suffisamment bien conservé pour qu'on puisse retrouver, identifier la douche. Donc on se baignait dans des cuves plates, comme celles que vous voyez ici, qui sont au musée de Syracuse. Ce sont des cuves plates qui étaient en pierre ou en terre cuite, comme celle qui est au premier plan, ou bien maçonnées, comme nous allons le voir après. Ces cuves donc présentent toujours un siège, et dans la partie basse, une cupule que vous apercevez ici, qui permettait de recueillir l'eau à la fin et de finir de vider facilement la cuve avec une éponge. Donc ce sont des cuves dans lesquelles on utilisait très peu d'eau. Si on les remplissait, on ne pouvait pas les remplir au-delà de ce niveau-là. Donc là, on a une figurine dont j'ignore la date, mais qui est de l'époque, des cuves plates, et qui montre bien que dans cette cuve plate, on peut s'asperger, se frotter, mais en aucun cas s'immerger. Donc en fait, on est très proche du tub anglais qui est représenté à droite, que moi j'ai connu chez ma grand-mère qui était dans une maison rustique. Donc pour ça, il faut évidemment une cuvette pour éviter d'en mettre partout. Dans l'Antiquité, on avait un brasero pour chauffer l'atmosphère. Ici, on a une cheminée. Et un broc pour remplir d'eau un récipient et se verser l'eau sur le corps. Alors les bains publics, donc on a vu celui de Marseille, qui est le plus ancien que je vous présenterai ce soir. Ici, on est dans une autre colonie grecque en Sicile, à Mégara Ibléa, non loin de Syracuse, entre Syracuse et Catane. Et j'ai marqué d'un point rouge l'agora, c'est-à-dire la place centrale de la petite ville hellénistique. Vous voyez qu'elle n'est pas très grande, on a son enceinte, vous voyez l'enceinte qui a été fouillée. En fait, elle est installée sur le site d'une ville archaïque, mais réduite. Et en bleu, le bain que nous allons voir maintenant. Donc ce bain ouvre sur l'agora, c'est dire quelle importance avaient les bains publics dès cette époque-là. Donc on se situe dans le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les datations sont souvent imprécises parce que les fouilles ont été rapides. Et on s'aperçoit que dans ce bain, il y a deux accès, l'un en haut de l'image, à partir de l'agora, et un second sur la rue à gauche. Donc il y avait deux possibilités d'entrée, chose que l'on retrouvera dans d'autres édifices. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il y avait deux entrées. Et ces entrées donnent accès respectivement à ce vestiaire et à ces deux vestiaires-ci. Ensuite, au centre de l'édifice se trouve une salle de distribution, qui, à partir de là, on peut aller dans trois directions. La salle du haut est difficilement identifiable, mais on sait qu'il y avait des onctions d'huile, des massages, donc ça pourrait être une salle destinée à cela. Ici, on a la salle du bain chaud, avec un labrum qui là est un labrum mural, non pas une vasque circulaire sur pied, mais un espèce de gros lavabo accroché au mur, et un bassin, une baignoire qui est collective et qui est chauffée. Ce que j'ai marqué en jaune là, ici, c'est le foyer, et il y a un canal qui passe sous le sol de la baignoire et qui ressort ici, où on a une cheminée de tirage.
Donc on a là l'ancêtre dès le milieu du IIIe siècle, disons. On essaie de chauffer les bains à l'intérieur, à partir de l'intérieur de la structure. C'est ce qui, à l'époque romaine, devenant systématique, donnera l'hypocauste. Si on descend ici, donc, on passe dans ce qui est peut-être une étuve, mais ça, c'est pas très clair, et il y a un peu une polémique là-dessus. Donc, c'est-à-dire l'étuve, c'est un espace très chauffé où l'on transpire et où on fait sortir les humeurs du corps. Et ici, on retrouve la salle des cuves individuelles, comme à Marseille, mais en plus petit. Donc, on s'aperçoit, d'une part, comment expliquer ces deux entrées que l'on retrouve dans d'autres édifices. Alors, il est possible qu'elles soient réservées à deux types de fréquentation des bains. C'est-à-dire des gens qui ne viendraient que pour se décrasser dans les cuves plates, c'est-à-dire se laver, qui viendraient dans un but purement hygiénique. Donc ils entreraient par ici, se déshabilleraient là, feraient leur bain dans les cuves plates et ressortiraient. L'autre entrée, en fait, donne accès à un système beaucoup plus complexe, organisé de façon rayonnante, où il y a cette salle dont on ne connaît pas bien l'utilisation. On peut venir ici transpirer si éventuellement ceci est une étuve. On peut en tout cas venir se décrasser ici et se rendre ensuite dans la baignoire collective, qui là est un bain d'eau chaude par immersion, donc un bain de délassement et de plaisir dans lequel on pénètre une fois qu'on est propre. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a même un pédiluve juste à côté, la petite salle qui est là à côté, est faite pour se laver les pieds. Imaginons que quelqu'un arrive de chez lui propre parce qu'il a de quoi se laver chez lui. Il a par exemple une cuve plate individuelle, il y a pas mal de maisons, il y en a. S'il vient au bain, il se contentera de se laver de passer dans le pédiluve pour nettoyer ses pieds, et ensuite il s'immergera dans la baignoire collective. Donc on a, dès le milieu du IIIe siècle, une notion de plaisir, de délassement, qui s'installe à l'intérieur des édifices. Alors ça, c'est des bains qui sont en cours de fouille par des gens de la Maison de l'Orient de Lyon, et notamment un collègue architecte qui est aussi à l'IRA. Ce sont les bains de Taposiris Magna, donc au bord du lac Mariout, non loin d'Alexandrie. C'est un édifice qui avait été vu, si mes souvenirs sont bons, à la fin du XIXe siècle. Des relevés avaient été faits, puis le bâtiment a été oublié, le sable a recouvert les accès, et il vient d'être retrouvé il y a quelques années, et il est en cours d'étude. Alors, il est intéressant dans la mesure où celui-ci possède deux rotondes, et non plus une rotonde, comme les bains que nous venons de voir. Ces deux rotondes communiquent au milieu, mais l'ouverture que nous voyons là appartient à un état successif. Or, nous savons par les textes papyrologiques, et cela semble récurrent, qu'il y avait la rotonde des hommes et la rotonde des femmes dans les bains. Donc là, on aurait l'illustration de cette séparation des sexes dans les salles dans les salles du bain. Alors bon, il y a aussi en Grèce, à Érétrie par exemple, en Eubée, un bain qui possède deux rotondes. Ce n'est pas typique des bains hellénistiques égyptiens, on en trouve ailleurs. En revanche, en Égypte, très nombreux sont les bains qui possèdent deux rotondes. Donc là, on tient peut-être une particularité de cette partie du monde grec. Lorsque les Macédoniens arrivent, très rapidement, leur pratique du bain se diffuse, et les bains qui sont construits sont très proches des leurs, mais avec cette particularité que très souvent, il y a deux rotondes à l'intérieur et donc séparation des sexes. Voilà l'intérieur de la rotonde, donc c'est assez extraordinaire parce que c'est creusé dans le rocher. En revanche, les cuves plates qui sont un peu dégradées, mais qu'on voit encore bien avec leur cupule pour recueillir les impuretés, et la porte percée postérieurement entre les deux rotondes. Donc, bains creusés dans le rocher. Alors, il y a des bains creusés dans le rocher, il y en a au Pirée,
Et il y en a aussi à Cyrène, donc en Cyrénaïque. Donc c'est assez fréquent. L'avantage du rocher, c'est que ça permet de faire des coupoles de façon relativement facile. Et voilà. Et bon, alors l'avantage du rocher, bien évidemment, comme tampon thermique, c'est parfait, quoi. Une fois qu'on l'a chauffé, on est tranquille. En revanche, il faut quand même l'aérer un peu de temps en temps et l'éclairer. Alors je pense que c'est plus pour l'aérer que pour l'éclairer, mais il y a des ouvertures zénitales qu'on pouvait boucher ou non. Alors les niches, voilà la réponse de mon ami Thibaut Fournet, elle est là. Dans la niche, on peut poser sa serviette, les éléments qu'on a apportés avec soi. Alors les niches aussi servent dans les vestiaires à poser les vêtements, évidemment. Donc voilà, donc l'ensemble est creusé dans le rocher, sauf les cuves qui sont maçonnées et revêtues d'un enduit de béton de Tuileau étanche. Et là, je passe maintenant directement, parce qu'on pourrait multiplier à l'infini quand même. En tout, il y a à peu près 80 édifices de ce type connus dans le monde méditerranéen, dont la majeure partie se trouve d'ailleurs en Égypte. Pour une raison sans doute assez simple, c'est que les Égyptiens n'ont adopté le bain romain que très tard. Donc ils ont continué le bain de tradition grecque jusqu'au début du IIe siècle, probablement. Ce qui explique l'abondance des vestiges par rapport à ce que nous connaissons ailleurs dans le monde méditerranéen. Alors, à partir du milieu du IIe siècle avant, disons dans la deuxième moitié du IIe siècle avant, on assiste à une révolution profonde, sauf en Égypte, mais tout au moins en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire en Italie, en Gaule, enfin en Narbonnaise et en Espagne, avec l'apparition d'un nouveau type de bain dépourvu de rotonde à cuve plate. Et à ce stade, la rotonde à cuve plate, en fait, est remplacée par un labrum. Donc l'édifice que vous voyez ici est un édifice qui se situe à 90 km au nord de Rome, en Étrurie méridionale, non loin de Viterbe, pour ceux qui connaissent. C'est le site de Musarna, qui est une petite place forte de 4 hectares et demi, construite par les Étrusques de Tarquinia, mais vraiment au dernier moment, c'est-à-dire la fin du IVe, c'est-à-dire peu de temps avant que les Romains ne les soumettent. Donc à l'intérieur de cette ville qui a continué à vivre, bien évidemment, on a ce bain qui date, qu'on arrive à dater en gros entre 100, 115, 120 et 100 avant, disons la fin du second. Alors il est composé de 2 parties, la partie que vous voyez voûtée et la partie avec la cour et couverte par des toits de tuiles. C'est moi qui ai fait la restitution, mais la maquette est exposée au musée de Viterbe. Le bâtiment est en gros arasé au niveau du sol. Donc là, il a fallu une étude très minutieuse des vestiges et une étude comparative assez poussée pour arriver à proposer cette restitution. Nous avons malgré tout les éléments, par exemple, pour dire que la partie qui recevait le public, qui était à droite, était voûtée, tandis que l'autre était couverte par une charpente et des tuiles. De même que la cheminée que vous voyez là, il en restait un tout petit bout pris à la base du mur, mais suffisant pour pouvoir dire qu'il y avait une cheminée et donc la remonter jusqu'en haut. Donc l'édifice se présente comme ça. À droite, nous avons la partie recevant le public. C'est un bain public dans la mesure où on y accède à partir de la rue. Donc cette partie-là, c'est la partie fréquentée par le public. Cette partie-là, c'est la partie de service. Et il y a bien évidemment une porte qui relie les deux. Alors, on va commencer, si vous voulez, par la partie de service. Donc on y accède par une porte assez large, parce que par là, il fallait rentrer le bois. Et de toute façon, la cour n'était pas chauffée, donc on pouvait se permettre d'avoir une porte large, alors que vous remarquerez qu'ici, elle est très étroite. On rentre dans une cour où il y a un puits
enfin pas un puits, une citerne, l'ouverture d'une citerne qui, au lieu d'être une citerne comme il y en a dans les maisons étrusques, c'est-à-dire une citerne profonde, ici est une citerne peu profonde à cunicule, c'est-à-dire à galerie horizontale. Si bien que ça permet de stocker pas mal d'eau sans avoir à puiser, à remonter l'eau de 5 mètres de profondeur. Donc la profondeur maximale de cette citerne, c'est 3 mètres. Mais elle a des diverticules qui partent un peu dans tous les sens. Il y en a un qui part par là, un autre qui se situe là-dessous, et un autre par ici. Donc là, une astuce pour pouvoir atteindre l'eau avec une moindre fatigue. D'où venait l'eau? Elle venait de cet espace ici, qui recueillait les eaux qui tombaient sur les bains. Donc l'espace est là. Et l'eau qui ruisselait sur le toit, et même, je pense, sur les couvertures de l'édifice, grâce aux voûtes, était canalisée jusqu'ici et vers ce système de récolte des eaux, qui ensuite, par un trou qui était à travers cette fondation, se déversait dans la citerne. Alors, on a donc la cour avec la citerne, la cour où on pouvait stocker le combustible, et la cour à partir de laquelle on pouvait accéder dans l'édifice pour alimenter les braseros, évidemment, qu'on mettait dans les salles pour les chauffer, et dont les braises étaient fabriquées sur ce petit foyer-là, qui en fait est fait de 2 tégulés côte à côte avec une petite bordure en pierre. Donc on faisait du feu, on chauffait l'eau dans des récipients, on faisait des braises, excusez-moi, et ensuite, on remplissait les braseros et on apportait les braseros dans cette salle, dans celle-ci, et même sans doute aussi dans le vestiaire, parce qu'à cet endroit-là, il ne fait pas toujours très chaud. Et donc, ici, on a l'espace de service qui est couvert par une toiture, où on fabrique les braises pour les braseros, et où il y a les fours qui alimentent le canal de chauffe qui passe sous la baignoire, qui, elle, a totalement disparu, mais qu'on peut restituer grâce à des exemples intacts qui ont été trouvés au sud de Rome. Et il y avait très certainement, ça on a pu l'identifier grâce à une trace circulaire, une chaudière à cet endroit-là. Donc on a quelque chose de sophistiqué, le fond de la baignoire est chauffé, et l'eau qui est envoyée dans la baignoire est chauffée aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans les bains hellénistiques, les pavements étaient toujours inclinés pour exploiter l'eau au maximum. Ici, on a la même chose, et nous avons ici un seuil bombé. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, ici, on a le vestiaire, c'est-à-dire les gens rentrent, se déshabillent ici, ensuite ils passent dans cette salle qui, à mon avis, est une étuve, c'est-à-dire un endroit où on transpire, ou alors une salle tiède, intermédiaire entre le vestiaire et la salle chaude qui est ici. La salle chaude, comme vous le voyez, comporte 3 éléments de mosaïque dans un pavement qui est fait avec des petits cubes de terre cuite retaillés dans des tuiles. Et ces 3 éléments de mosaïque ont tous une signification. Ils ne sont pas posés au hasard dans le pavement. Celui qui est ici est un motif décoratif et figure en étrusque des 2 côtés. L'étrusque, c'est comme l'arabe, ça se lit de droite à gauche. Enfin, je ne sais pas le lire d'ailleurs, mais les 2 inscriptions qui sont là mentionnent le nom de 2 magistrats appartenant à des familles étrusques connues à Tarquinia et à Musarna. Et donc, ce sont certainement le nom des 2 magistrats de la petite cité qui ont fait construire ce bain. Le deuxième motif, avec les ondes ici, en fait, marque la base du labrum, de la vasque sur pied, qui évidemment a totalement disparu, mais grâce à cet élément, on peut la resituer à cet endroit-là. Et le motif de l'enceinte crénelée, qui est très fréquent à cette époque, est en fait le tapis de descente de bain de la baignoire qui se trouvait ici. Donc, si l'on restitue le tout, après nous reviendrons là-dessus, donc là on voit un peu mieux l'inscription. Voilà, le pavement, le fond du pavement est fait avec des carreaux, donc je vous disais, retaillés dans des tuiles,
et un semi-régulier, un quadrillage régulier de petits cubes blancs. Et à l'intérieur de ce pavement sont insérés ces emblémas en mosaïque, là, une véritable mosaïque. Hein. Donc là, on voit le nom des deux magistrats. Et voilà la restitution, sauf qu'en faisant la maquette, on a oublié de faire le petit trou ici pour vidanger la baignoire sur le pavement. Donc, nous avons l'embléma ici avec le nom. Là, et ici, on peut restituer le labrum. La chaudière se trouve là derrière et la tuyauterie, amener l'eau certainement ici. Et ici, directement dans la baignoire. Donc la baignoire qui est restituée ici est restituée à partir d'une baignoire, enfin de deux baignoires, trois même. Une baignoire intacte qui a été fouillée, que j'ai fouillée avec Xavier Lafont près de Sperlongue, au sud de Rome. Une autre qui est connue par une photo et une autre qui se trouve à Rome. Donc là, la restitution, notamment avec le damier sur le bord de la baignoire. Le damier de cube noir et blanc est récurrent dans les trois autres exemples qu'on a, c'est traité de cette façon-là. Donc je vais vous parler de la pente des pavements. Donc lorsque l'on vidangeait la baignoire ici, l'eau s'écoulait sur le pavement, arrivait ici. Mais ici, on a un seuil bombé, dont je vais vous parler après. L'eau passait par la petite canalisation qui est ménagée sous le seuil, et allait se terminer dans l'égout qui est ici. Et égout qui était bien utile pour nous, dans la mesure où quand on l'a fouillé, on a trouvé des bijoux féminins, et donc on sait que ces bains étaient fréquentés par tout le monde, les hommes comme les femmes. Et en fait, le seuil que nous avons là, le voici. Donc, lorsqu'on bouchait la petite canalisation qui se trouve ici, quand on mettait un bouchon ici, l'inclinaison du pavement faisait que si on versait de l'eau ici, on créait un pédiluve. Nous avons vu dans les bains que nous avons vus précédemment que le pédiluve était situé à côté de la baignoire. Là, c'est un pédiluve obligatoire, c'est-à-dire qui veut rentrer dans la salle du bain chaud passe automatiquement dans le pédiluve, il n'a pas le choix, donc se nettoie les pieds automatiquement. Et il y a le problème de quand il ressort, il est obligé de retraverser le pédiluve, et donc il risque d'emmener de l'eau dans le vestiaire. Alors là, ça c'est extrêmement raffiné. Dans le seuil bombé est encastré un bloc de calcaire avec une arête un peu vive ici. Donc en ressortant, on se raclait le pied sur l'arête. Et il y a deux petites cupules en dessous, de façon à ce que la personne qui entretenait les bains, avec une éponge, puisse vider la cupule quand elle était pleine. Donc c'est un détail, mais qui montre un degré de raffinement quand même assez extraordinaire. Alors ça, c'est une découverte très récente, et je remercie les gens de l'INRAP qui travaillent dessus de m'avoir autorisé à le présenter. Enfin, eux-mêmes l'ont présenté il n'y a pas longtemps à Toulouse. Mais donc là, ils ont trouvé à Cornebarieux, lors d'une fouille d'urgence. Bon, Cornebarieux, c'est dans la banlieue de Toulouse, donc assez loin de la mer et hors de Narbonnaise. Ils ont trouvé un bain qui rappelle étrangement celui de Mouzarna. Donc avec l'entrée qui est ici, voilà, là, la porte, on pénètre dans un vestiaire avec une banquette, et ensuite, là, il n'y a que deux pièces au lieu d'une, donc c'est le vestiaire qui devait servir de tépidarium, et ensuite on va dans la salle du bain chaud, on retrouve le labrum et la baignoire. Alors évidemment, c'est très ruiné, mais quand les gens de l'INRAP fouillent, ils fouillent très bien. C'est nickel. Et donc ici, on a le système de chauffe sous la baignoire. Ici, on a l'emplacement du labrum qui est accolé au mur, comme à Mouzarna. Et un décor typique des pavements républicains qu'on peut trouver en Italie, c'est-à-dire un béton de tuileau avec des incrustations de pierre blanche, dessinant des motifs géométriques qui, là, sont d'ailleurs assez sophistiqués. Donc c'est un édifice assez luxueux, mais adapté aux coutumes locales, c'est-à-dire que le gros œuvre est fait avec des poteaux de bois et rempli par du pisé, je crois. Donc là, on a
une technique importée, car je pense que les gens qui ont fait le pavement n'étaient pas des locaux, mais sont venus. Et ce sont même peut-être eux d'ailleurs qui ont fait le système de chauffe de la baignoire. Ça, pour Mouzarna, et en étudiant d'autres édifices du même type autour, on s'est aperçu qu'il y avait certainement des équipes qui tournaient. C'est-à-dire qu'on construisait le gros œuvre, mais que la baignoire, avec son système de chauffe, était un système tellement compliqué qu'elle n'était exécutée qu'après. C'est-à-dire que dans le fond du labrum, du caldarium, là où on devait mettre la baignoire, quand on faisait le gros œuvre, on laissait une paroi béante. On faisait la voûte, mais on laissait la paroi grande ouverte. Et c'est au moment où on installait la baignoire à son système de chauffe que l'on refermait la pièce de ce côté-là. Donc ça, à Mouzarna, on en a la preuve parce que disons la baignoire et les murs qui l'entourent, donc qui ferment ce côté de la pièce, sont indépendants. Il y a un collage avec le reste de l'édifice. Et on a la même chose à Vulci. Donc là encore, c'est là que les lectures précises des choses et un œil attentif au moment de la fouille permettent de déterminer des choses importantes. Par exemple, il est intéressant de savoir qu'il y avait sans doute des techniciens et des mosaïstes qui tournaient pour construire des bains de ce type. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que ce sont ceux qui ont construit les bains de Mouzarna qui sont allés jusqu'à Cornebarieux, mais voilà. Bon. Donc là, on en finit avec les bains hellénistiques. Donc, je le disais tout à l'heure, l'apparition de l'opus schematicum, donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre, tout le monde sait ce que c'est, et ça permet donc de faire de grandes voûtes, et qui tiennent même lorsqu'elles sont à moitié détruites, ou même presque complètement, et d'ouvrir de grandes fenêtres dans les parois. Et donc là, c'est l'apparition de l'hypocauste. Alors là-dessus, la tradition littéraire veut que ce soit Sergius Orata qui a inventé ça dans les champs flégréens vers 90-100 avant. Filippo Quarelli, qui a fouillé des bains au sud de Rome, à Frégel, a trouvé un hypocauste qui date de 125 avant. Donc la discussion est encore ouverte sur l'apparition de l'hypocauste. Mais enfin, de toute façon, après, il est bien là. Donc sa technique est simple, des pilettes sur lesquelles on pose des briques et ensuite on pose une couche de béton et le revêtement de mosaïque ou de marbre. Ça permet de chauffer désormais la totalité du sol et non plus de le chauffer de façon ponctuelle avec un seul canal. Bon, à Rome, où la production de la brique est peut-être qualifiée d'industrielle au sens moderne du mot, la brique est parfaitement calibrée, normalisée, donc l'hypocauste devient quelque chose de très soigné. On pose sur un radier de blocage des bipédales, c'est-à-dire des briques de 2 pieds de 60 cm. Là, c'est une erreur de construction de la part. Enfin, non, pas vraiment, mais les joints sont mal placés, parce qu'en général, la pilette repose à cheval sur 2 joints. Les pilettes sont faites avec des briques de 20 sur 20, tout ça est standard, donc on peut monter son hypocauste sans surprise. Et là, c'est là qu'elles sont mal posées. Parce que normalement, on met la première rangée comme ça, et puis, pour éviter les pertes d'eau, parce que là, on est sous un bassin, on engage les bipédales différemment. Bon. Ensuite, dessus, on coule un béton. Ça, c'est la couche de préparation du marbre qui venait dessus, qui a disparu. Et là, c'est l'emplacement de la plaque de marbre verticale qui recouvrait le mur. Et ici, on a le système de tubulure, c'est-à-dire de parois chauffantes, fixées au mur. Donc, on a un volume complètement chauffé sur les parois et par le sol. Voilà un dessin de Thibaut Fournet, sont les termes sud de Bosra, donc qui montrent l'ensemble, l'air chaud qui circule dans les tubulures, l'hypocauste. Là, on n'est pas à Rome, donc il y a des pilettes rondes, il y en a des rectangulaires, il y en a des carrés, c'est moins normalisé, mais ça marche quand même. Et ici, le couloir de service, situé en contrebas, évidemment, du sol des salles, avec le foyer qui alimente l'hypocauste. Donc l'air chaud circule dessous et s'échappe par les tubulures qui arrivent à une certaine hauteur, se regroupent et on a juste quelques cheminées qui sortent en haut. Alors le couloir de service,
D'abord, qu'est-ce qu'on brûlait dans le couloir de service? Par les textes, on sait qu'on y brûlait du bois. On sait même qu'il fallait avoir des réserves pour ne pas être en rupture de stock. Parce que de toute façon, les termes étaient, je pense, extrêmement longs à mettre en route. Je suis incapable de faire un calcul parce que je n'y connais rien, mais pour amorcer le fonctionnement d'un édifice, comme les termes de Caracalla, il devait falloir un mois et demi, ça se trouve. Donc ces couloirs de service sont étroits, éclairés par de toutes petites fenêtres. Ça sent mauvais parce que les textes disent qu'il faut brûler du bois, mais on brûlait tout ce qui passait. Dans les textes papyrologiques, on dit qu'on brûle de la paille et des roseaux. Dans un autre texte, on dit qu'il ne faut surtout pas brûler d'olivier parce que les fumées huileuses encrassent le système. Dans les termes de Bullaredja que nous avons fouillés tout à l'heure, quand on a fouillé les fours, on n'a trouvé que des noyaux d'olive et des branchages résultant de la taille des oliviers qui avaient été brûlés là-dedans. On brûlait aussi des ordures, je pense. À Bosra, on brûlait même des os, une fois que le boucher en avait terminé. Donc, on brûlait tout et n'importe quoi. Je pense que les anciens avaient l'odorat moins fin que nous. Mais bon, il y a aussi des réglementations sur les termes à ce niveau-là, je crois, plus ou moins. Donc, le travail là-dedans est extrêmement pénible. Et les gens qui étaient condamnés à une peine d'intérêt commun, on dirait maintenant, pouvaient être affectés pour leur peine à ce type de service qui est mis en parallèle avec celui de nettoyer les égouts. Donc ça donne un peu une idée des conditions de travail dans le couloir de service. Voilà donc les personnes qui travaillent dans le couloir de service, qui sont représentées sur des mosaïques, donc ils transportent des braises d'un foyer à l'autre. Et la vie était tellement triste que le jeu de mots laisse supposer que le seul moyen de se distraire à cet endroit-là, c'était ça. Donc les tubulures sont fixées sur les murs. Ensuite, on pose le revêtement de marbre. Et donc, voilà, ça c'est les termes de Butikosus à Ostie. Les tubulures sont fixées, pas toutes, mais de temps en temps, enfin ici assez régulièrement, par des clous en T fichés dans la paroi, de façon à éviter, d'autant plus qu'une fois qu'il y avait le marbre dessus, si l'ensemble de la paroi se décollait, ça pouvait être mortel. Et là, on voit deux cheminées, donc les tubulures se regroupent, et ensuite, c'est juste une ou deux cheminées qui sortent. Ici, ce sont des cheminées qui sortent vers l'extérieur au niveau de la naissance de la voûte. Donc, ce ne sont pas des cheminées qui sortent sur le toit, mais qui sortent dans la paroi de l'édifice. Inclinées, bien sûr, mais... Bon, alors là-dedans, je disais tout à l'heure, 8 degrés de différence, on n'arrive pas à déterminer, on ne saura jamais, on ne peut pas savoir, mais on sait quand même qu'il faisait chaud. Donc en haut, on a une prière du Talmud de Jérusalem. Et donc avant de rentrer dans le bain, qu'il te plaise éternel mon Dieu de me sauver de la brûlure du feu, du dommage des eaux chaudes et de l'effondrement. Et qu'aucun malheur n'arrive à mon âme. Parce que bon, les bains sont aussi des lieux de perdition, on n'en parlera pas ce soir, mais bon. L'empereur Adrien était obligé de prendre un édit interdisant aux hommes et aux femmes d'aller dans le même bain. Et donc, quand il y avait deux bains séparés, ça marchait comme ça. Sinon, c'était des horaires différents, selon les sexes. Et évidemment, en sortant, on disait « Je rends grâce à toi, éternel mon Dieu, pour m'avoir sauvé du feu ». Donc, aller dans les termes, c'était agréable, mais parfois dangereux. Et en dessous, c'est un miracle qui nous est rapporté. Rabbi Abaou était entré au bain, les bains s'effondraient sous lui. Il est arrivé un miracle, il se tint debout sur un pilier. Donc il avait la chance, au moment où ça s'est effondré, d'être sur une pilette, et donc il n'est pas tombé dans l'hypocauste. Et donc pour rappeler aux gens quand même que c'était chaud, à l'entrée des secteurs chauffés, j'en ai mis deux exemples ici, qui viennent d'Afrique du Nord, donc Tuburbo-Majus en Tunisie et Timgad. Il y avait des socs dessinés sur le seuil de l'entrée de la partie chaude des bains, et puis un petit souhait lave-toi bien, bon bain. Et ça semble même indiquer qu'il fallait les prendre au moment où on rentrait et les laisser quand on sortait. Je pense que c'est des socs communes, puisqu'il y en a dans un sens et dans l'autre. Bref, des tongs en bois un peu épaisses pour ne pas se brûler les pieds, on en a retrouvé à différents endroits dans les fouilles. Alors pour chauffer l'eau, je disais il y a des chaudières, en général il en reste l'empreinte, comme on pouvait la deviner à Mégara et comme on la voit très bien dans les bains impériaux.
Et alors on a toujours la chance d'avoir le Vésuve à portée de la main. Et donc là, c'est la baignoire de la chaudière de la Pisanée, là dont le trésor dit de Bosco-Réal se trouve au Louvre, je crois. Mais pour moi, la chaudière est beaucoup plus précieuse que le trésor, parce qu'elle est intacte. Là, elle était conservée à Naples dans des conditions assez désastreuses, le lierre rentrant par la fenêtre, et les photos ne sont pas très bonnes. J'espère que depuis, elle a été... Donc elle a été démontée et portée au musée de Naples. Alors le principe de cette chaudière est le suivant. Là-bas, on voit la coupe faite par la personne qui a fouillé. Et le système d'alimentation en eau fait par la personne qui a fouillé. À ce propos-là, c'est une anecdote amusante, c'est que les gens aiment bien se recopier et réexpliquer ce que les autres ont dit. Le fouilleur a fait ses dessins qui étaient parfaitement justes, et après, il y a eu au moins 5 publications qui ont dégénéré progressivement. Un peu comme les surmoulages de monnaie, où on commence par un mollet de monnaie ou de lampe, et puis à la fin, on a un bout de métal informe. Et à la fin, là, on a des robinets qui marchent dans aucun sens, alors qu'ils sont très astucieux. Donc le principe est le suivant, un réservoir en plomb encastré dans de la maçonnerie, parce que le plomb n'est pas très résistant à la pression. Comme il a tendance à fondre, le fond, c'est une calotte en bronze. Et la sophistication qu'on retrouve assez souvent, on a aussi une calotte de bronze qui communique avec le bassin chaud. Hein, donc les flammes sont ici, elles chauffent la chaudière, elles partent sous l'hypocauste et elles chauffent en même temps cette testudo alvéi, on appelle, donc, qui est un élément de bronze dans lequel pénètre l'eau. Et alors bon, le système d'alimentation, il est astucieux dans la mesure où il y a des vannes qui permettent d'utiliser le même tuyau pour des fonctions différentes. Donc là, j'ai fait un schéma rapide. Si on ferme les 2 vannes de la chaudière, on peut, à partir du réservoir, envoyer de l'eau froide dans le labrum et la baignoire. Si on ferme tous les robinets qui viennent du réservoir, par le même tuyau, on peut envoyer l'eau chaude de la chaudière dans le labrum ou dans la baignoire. Et si on veut mélanger, on peut entrouvrir un peu le robinet ici. Donc une économie de plomberie et un système assez astucieux. Bon, donc on disait qu'on pouvait percer une grande fenêtre, j'ai mis quelques exemples. Le terme de Dioclétien, Bosra, dans les termes ça va jusqu'à 7 mètres de large, des fenêtres plein cintre. Et les termes d'Ostie, où là aussi on a une paroi quasiment entièrement vitrée, avec l'accroche des châssis en bois qu'on voit ici. Alors à Bosra, on a eu 2 types dans un premier temps, dans ces édifices qui sont construits vers le milieu du 2e après, on a des châssis en bois avec double vitre. C'est-à-dire il y a double vitrage, il y a 2 châssis portant des vitres, donc tampon thermique entre les 2. À l'époque byzantine, apparemment, et à cette époque-là, on utilise des verres moulés à plat qui sont des carrés, qui sont carrés, et à partir de l'époque byzantine, on utilise des verres soufflés qui sont en fait comme des assiettes. D'ailleurs, dans le Talmud, il est bien dit qu'il ne faut pas manger dans les vitres. Il y a un truc comme ça, il me semble. Pourquoi ? Parce que les vitres ont exactement la même forme que les assiettes, en un peu plus plate. Moi, je m'en suis fait souffler à Damas avec les exemplaires originaux, et ça donne en gros une assiette. Je vais vous les montrer. C'est cela, voilà. Donc, c'est extrêmement fin, hein, ça peut faire 1,5 mm d'épaisseur. C'est circulaire. Le bord est retourné. Et ensuite, on fixe ces éléments circulaires sur un claustrat de briques avec du plâtre. Et donc là aussi, ça donne un tampon thermique. C'est pas mal. Alors il y a d'autres façons d'éclairer. Il y a les vitres plates dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont carrées. Les plus grandes qu'on connaisse sont dans les termes d'Herculanum. Elles font 80 par 80. Et ici, c'est une découverte récente. Donc, dans l'épave des Ambiers, qui était chargée de verre, on a retrouvé ces vitres en forme de chapeau, là, qui sont assez grandes, puisque le diamètre est entre 40 et 52. Elles voyageaient sur le bateau avec de la paille entre chaque vitre. Et grâce à la paille, les vitres sont arrivées intactes, photo du haut, pour la plupart, enfin pas toutes.
Du coup, quand on les a trouvées entières, on s'est aperçu qu'il y en avait partout. Bon, il y en avait dans certains musées entiers, mais on ne savait pas à quoi ça servait ni d'où ça venait, puis des petits bouts un peu partout. Donc en fait, c'était très utilisé, probablement aussi pour fermer ce genre d'ouverture qui est assez fréquent dans les bains. Alors on arrive là maintenant, on a vu l'évolution, les cuves qui disparaissent, le labrum qui apparaît, qui remplace les cuves, une apparition d'une étuve dans les bains de Gorty, il y avait une salle ronde chauffée qui était une étuve. Là on arrive à un stade qui devient assez sophistiqué, on est à Pompéi, dans les termes du forum. Alors là on a des termes à 2 sections, et qui en fait correspondent parfaitement à ce que décrit Vitruve. Il dit, bon, il faut faire 2 sections, une pour les hommes, une pour les femmes, et puis intelligemment, il dit, entre les deux, il faut mettre les services communs, c'est-à-dire la chaudière, comme ça on peut distribuer l'eau en même temps des 2 côtés. Ces termes possèdent une palestre qui a l'air d'être destinée, c'est avec la lettre P, palestre, donc une cour avec un portique autour, pour les exercices physiques, et qui n'a l'air d'être accessible qu'à partir de la section masculine. Ce qui ne veut pas dire pour autant, comme on le verra tout à l'heure, que le sport était, les exercices physiques étaient réservés aux hommes. Donc c'est un bain avec un itinéraire rétrograde, c'est-à-dire que quand on va du vestiaire vers le tépidarium, la salle tiède, puis vers le caldarium qui reproduit en plus grand celui qu'on a vu à Mouzarnin ou Cornebarieux, eh bien quand on veut ressortir, on est obligé d'emprunter le même circuit. Et on a ici un laconicum, c'est-à-dire une étuve sèche pour transpirer. Quant au bain des femmes, il ne possède pas d'étuve sèche, il possède un vestiaire, un tépidarium, une salle tiède et un caldarium avec le bain et un petit labrum. Bon, les femmes sont moins bien loties. J'espère qu'à Valls, c'est pas comme ça. C'est à Valls, c'est ça, non? Ah, c'est mieux. Voilà, donc ça, à cette époque-là, on est, le terme du forum, je crois que c'est deuxième quart du premier avant. On voit que seul, par exemple ici, le caldarium est chauffé par hypocauste, alors que le tépidarium ne l'est pas, il est toujours alimenté par un brasero. Donc les ouvertures sont encore pas très grandes parce que le système de chauffage n'est pas encore poussé à la perfection. Et donc les fenêtres sont pas très grandes, et on sait aussi qu'on vient se baigner aussi après le coucher du soleil. Et dans le couloir ici, quand on a fouillé, on a retrouvé 500 lampes à huile. Bon, ça signifie ce qu'on sait ailleurs par les textes, que les thermes étaient ouverts quand même assez tard le soir, jusqu'à vers 9-10 heures, je crois. Ça varie aussi selon les époques. Mais... Voilà, alors là, c'est un édifice intéressant parce qu'on assiste à l'intérieur, de même que dans d'autres édifices de l'ère vésuvienne, au passage, à l'apparition du frigidarium. Alors on sait, le frigidarium, il apparaît grosso modo à l'époque augustéenne. On est tenté de dire qu'il apparaît à ce moment-là aussi, parce qu'archéologiquement on n'est pas toujours précis, mais on sait qu'Auguste, lorsqu'il était en campagne dans le nord de l'Espagne, a été très malade, a été rapatrié sur Tarragone, et là il a été soigné, après que de nombreux médecins aient essayé de le soigner, par un dénommé Antonio Musa, qui l'a guéri en lui faisant prendre des bains froids. Donc il a été guéri uniquement avec des bains froids apparemment, d'où sans doute effectivement le succès de ce bain qui d'autre part était quand même pratiqué avant, notamment dans les gymnases grecs où on se baignait dans l'eau froide. Mais en gros, disons que le frigidarium dans le circuit thermal, le bain froid fait son apparition à cette époque-là. Et dans cet édifice, qui date du deuxième quart du premier avant, tout d'un coup, on transforme le laconicum, c'est-à-dire l'étuve L, en frigidarium, et en haut, dans le bain des femmes, on rajoute un peu maladroitement, décidément elles sont toujours mal loties, un petit bassin froid.
Donc on a un tableau de Chassériau qui en fait met les femmes dans le bain des hommes, parce que c'est quand même plus joli sur un tableau. Mais le tableau est assez fidèle, tant au niveau du décor d'ailleurs que du matériel, à savoir le grand brasero qui est là et les deux bancs qui sont ici, qui effectivement ont été trouvés dans le tépidarium et qui avaient été offerts par un acte d'évergétisme par un commerçant de Capoue au terme. Commerçant d'ailleurs qui s'appelait, je crois, Vacula, et qui a offert des bancs dont les pieds se terminent en haut par une tête de vache et un sabot. Donc il a offert du matériel à l'emblème de son nom. Donc voilà la réalité, les trois bancs. Alors bon, vous remarquez le décor stuqué du plafond, les atlantes qui soutiennent l'architrave des niches sont en terre cuite et le tout est assez coloré. Là, on est dans le caldarium, le labrum qui est installé dans une abside et l'éclairage est fait par des canons de lumière assez petits, mais quand même, là, la lumière commence à pénétrer généreusement dans l'édifice. Dans les termes de Stabi, on a ce type de décor. Je crois que c'est dans le bain des femmes. Donc le marbre, évidemment, est utilisé pour couvrir pour le revêtement des bassins, et puis avec une plinthe autour. Et on a un décor de stuc peint assez riche qui, très rapidement, à l'époque impériale, sera remplacé par du marbre. D'abord parce que les Romains étaient friands de marbre et qu'ils ont ouvert... ils ont importé les marbres qui étaient déjà exploités en Grèce, puis ont ouvert des carrières, notamment à Chemtou, en Tunisie, à l'époque augustéenne, et donc la polychromie commence à rentrer dans les termes. Et en plus, le marbre est bien pratique, au contact de l'eau, il est plus facile à entretenir que les peintures et les stucs. Là, on a un itinéraire qui est beaucoup plus sophistiqué. Bon, on n'est plus à la même échelle, c'est un bâtiment qui fait 50 mètres de large, à Bularegia, donc en Tunisie. Donc ce sont des termes qui s'appellent termes mémiens, parce qu'ils ont été offerts par une dénommée Iulia Memia. Et on a retrouvé dans l'entrée des termes, lors de la fouille, enfin pas nous, parce que nous, quand on est arrivés, il était déjà fouillé depuis longtemps, une base honorifique où les gens de la ville avaient élevé une statue à Iulia Memia pour la remercier d'avoir embelli la ville et participé à la bonne santé de sa population. Donc dans la construction d'un édifice, les termes sont vraiment conçus comme embellissant la ville. Donc on peut supposer que même s'ils apportaient beaucoup de nuisances par les odeurs, leur architecture embellissait la ville. Donc là, le plan, c'est un plan, ce qu'on appelle les plans semi-symétriques, c'est-à-dire que la partie froide est symétrique, construite selon cet axe, et la partie chaude n'est pas symétrique dans la mesure où on y instaure un circuit continu. C'est-à-dire que le baigneur qui sera rentré ici, qui aura déposé ses vêtements-là, sera venu ici dans le tépidarium d'entrée, ensuite dans ce qui doit être un destrictarium, un endroit où on se racle, on se nettoie bien, ensuite dans les cuves, puis dans la salle du bain chaud, le caldarium, et au lieu de revenir en arrière comme on le faisait dans les autres édifices, on ressort directement par un tépidarium de sortie. Donc, alors le circuit peut être d'extrogir ou sinextrogir, peu importe, mais voilà. Alors intéressant dans ces termes aussi, c'est qu'ils sont munis de 2 gymnases couverts, donc ça remplace la palestre, disons, et on a un itinéraire particulier pour les sportifs. C'est-à-dire le sportif qui est dans ce gymnase peut regagner directement le secteur chaud en passant par là, sans repasser par le frigidarium. Donc c'est la seule raison qui puisse expliquer notamment cette porte-là, qui sinon serait absurde entre le tépidarium d'entrée et le tépidarium de sortie. Donc dans d'autres édifices, on a comme ça des circuits raccourcis ou des aménagements particuliers pour les gens qui pratiquent vraiment le sport, parce que tout le monde évidemment ne le pratiquait pas. Derrière, on a le couloir de service avec les différents fours. Je ne vais pas insister là-dessus parce que le temps passe.
Alors ça, c'est un édifice qui est assez bien conservé et donc, dont on peut proposer une restitution, comme je l'ai fait sur la gauche, là, qui est assez sûre, parce que j'ai pris aucun risque. D'abord parce qu'il y a encore plusieurs salles qui sont couvertes par des toits terrasses, donc ça, on peut même marcher dessus, donc on sait que c'est comme ça. Et le reste, on a toujours la naissance des voûtes, donc on peut très certainement restituer, comme nous l'avons fait avec Yvan Thébert, des toits en terrasse ou des toits légèrement extradossés. Donc voilà le frigidarium du bain. Donc là, on a c'est conservé jusqu'en haut, quoi, hein, presque. Donc là, on n'a aucun problème pour restituer le sommet de la voûte d'arête. Ici, pareil, on a la naissance de la voûte marquée par cette assise. Alors donc, dans ce bâtiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué sur la hauteur des salles aussi pour écouler l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a à l'intérieur de l'édifice qu'une seule descente d'eau incorporée aux gros œuvres et qui se trouve dans un point bas qui est dans ce petit couloir, et donc où on ne pouvait pas évacuer l'eau en la faisant ruisseler sur les voûtes de la salle voisine. Donc ici, on a cette descente d'eau, et partout ailleurs, en fait, l'eau devait ruisseler sur les façades qui étaient complètement enduites. Alors ici, on est sur le couloir de service, donc là, le petit cul de four qui est ici et qui se trouvait là a disparu. Mais ici, la terrasse est intacte et on voit qu'elle est modelée de façon à porter l'eau vers des ouvertures qui débouchent directement sur la façade. Bon, évidemment, la façade était enduite, hein, à l'heure actuelle. Donc ce problème de l'évacuation de l'eau est un problème assez intéressant. Et je pense qu'il jouait aussi dans la composition des volumes, parce que ce sont des bâtiments extrêmement compacts. Souvent, il n'y a pas de cours au milieu, donc il fallait composer avec cette problématique. Alors souvent, dans les termes, ce qui est intéressant et ce qui a tendance à disparaître, parce que quand on veut mettre en valeur, on élimine rapidement tout ce qui gêne. Et là, c'est particulièrement intéressant. En fait, ce sont les grands termes de Oudna, au sud de Tunis. Et vous voyez un peu la proportion des blocs de voûte écroulés. Et donc, l'analyse de ces blocs de voûte, ou ici à Bosra, par exemple, où on a l'analyse de ce qui reste des voûtes, permet de proposer des restitutions. Et on s'aperçoit que la plupart des termes étaient extradossés et recouverts avec des étanchéités, et qu'entre les voûtes, notamment ici, on va le voir après, l'eau était recueillie. Donc voilà les vestiges. Alors, l'une des solutions, alors là, elle est indiscutable, on le sait, c'est intact, c'est les termes de Stabi Herculanum, de la deuxième moitié du 1er siècle avant. Ils sont couverts carrément par une terrasse, et là, on ne s'est pas embêté, on a donné la même hauteur à toutes les salles. Ce qui n'est pas forcément très intelligent, parce que pour les salles chaudes, comme l'air chaud a tendance à monter, on n'a pas tellement intérêt, si on veut économiser le combustible, à faire des salles trop hautes. L'avantage de ces toits terrasses, c'est que, d'ailleurs, à Bularegia, on a retrouvé un escalier. Avec ce jeu de différentes hauteurs des salles et en ménageant des escaliers dans le gros œuvre, on arrive à circuler sur la totalité des toits de l'édifice sans avoir à mettre une échelle. Donc c'est assez intéressant pour aller ouvrir ou fermer les ouvertures zénitales pour ventiler les pièces, ou pour vérifier l'état des vitrages ou les réparer. C'est très intéressant de pouvoir en fait pénétrer, circuler sur les couvertures de l'édifice. Outre le fait que dans certains cas, on a trouvé des mosaïques sur le toit et accessibles, ce qui veut dire qu'on allait prendre des bains de soleil sur le toit des thermes. Bon, les fragments de voûte isolés, effondrés, là on est à Bularegia, dans un autre édifice thermal. Leur observation est quand même riche d'enseignements. Là on voit qu'il y avait une ouverture hexagonale percée dans le ras de la voûte. Alors là, j'ai pris un exemple d'un édifice thermal, donc ça c'est à Rome, dans la banlieue de Rome, pour montrer comment on est obligé de s'adapter à certaines circonstances.
et à certains contextes. Donc ici, on est dans un sanctuaire dont le temple se situe en haut, un axe qui est tracé en rouge, autour duquel s'organise un portique qui se termine de façon semi-circulaire, et à l'extrémité de l'axe principal du sanctuaire, les bains. Ils occupent une position sur l'axe, mais en fait, on ne les voyait pas dans la mesure où, quand on était à l'intérieur du portique, ils étaient masqués par les salles qui occupent le fond du portique et par le portique lui-même. Ceci dit, le bain occupe quand même son entrée, fait réponse à celle du temple qui est en haut. Donc c'est quand même un élément important du sanctuaire. Alors son plan est intéressant parce qu'il est construit selon deux axes. Alors on pourrait dire qu'il est symétrique. Il est symétrique sans lettres. Alors il est construit selon deux axes. La partie froide ici est symétrique parfaitement, mais après l'axe de symétrie est décalé ici. Alors l'une des explications, il y a deux explications possibles, c'est qu'on est au bord du Tibre ici, et on a la Via Campana qui longe le Tibre, qui donc va de Rome à Portus, à Fiumicino, le port de Rome dans l'Antiquité. Et ici, le Tibre est très proche, donc il est possible qu'on n'ait pas pu, à cause de la présence de la voie ou de mausolées qu'il y avait au bord, parce que tout le long de la voie, il y avait des mausolées, étendre le bain par ici. Donc on a choisi de le décaler de l'autre côté, mais tout en gardant une symétrie. Symétrie qui, dans le même temps, pouvait présenter un avantage dans la mesure où elle permettait, par ce système, de dédoubler un peu le bain. Donc on est à 7 km de Rome, c'est un des principaux sanctuaires de confins de la ville, dont l'empereur faisait partie, de la confrérie de sanctuaires. Et donc on se rendait là, on parcourait 7 km, c'était tout à fait normal qu'il y ait un bain dans le sanctuaire pour se nettoyer en arrivant, et aussi peut-être pour se purifier, mais ça c'est plus difficile à le dire. Et donc le fait de dédoubler permettait d'avoir sur la droite une étuve et un caldarium qu'on n'était pas obligé de mettre en fonction lors des petites cérémonies et qu'on mettait peut-être en fonction lors de la grande fête annuelle au mois de mai. Donc ça peut être une explication de... Enfin, en tout cas là, un plan assez rigoureux dans un sanctuaire qui est un des grands sanctuaires de Rome. Donc ça, on va se déplacer à Ostie rapidement. Un plan donc avec le cours ancien du Tibre et l'emplacement de la plage telle qu'elle était à l'époque. Et on s'aperçoit donc que dans la ville, il y a 3 grands édifices, 3 grands bains publics que j'ai portés en rouge, et tout un maillage de thermes plus petits qui sont des bains de quartier, dont certains peuvent être des bains aussi de corporations ou d'associations. Disons qu'il y a à côté des grands édifices tout un réseau de petits bains. On sait qu'à Rome, je ne sais plus, c'est au IVe siècle, je crois, il y avait à peu près 900 établissements de bains dans la ville, petits. Donc là, on voit que le maillage est très, très dense, sauf dans cette zone-là, mais qui est de la zone où il y a des entrepôts. Il n'y a que des entrepôts. Donc là, on a les thermes de Neptune, comme je vous disais, à côté de la place des corporations et du théâtre. Ici, les thermes du Forum, bon, leur nom l'indique, ils sont à côté du Forum. Et ici, cet édifice-là, qui est au bord de la mer. Bon, alors, je vais dire 2 mots de celui-là, et puis je crois qu'il n'y aura pas de conclusion. Donc ça, ce sont les thermes de... Ce sont les thermes de Neptune à Ostie, construits par Adrien et terminés par Antonin le Pieux, c'est-à-dire la première moitié du début du IIe siècle. Après, construction en briques, on est à Rome, décor de mosaïque d'où est extrait le nageur que j'avais mis en générique. Donc on voit Neptune sur son char et le cortège marin qui l'entoure. Alors c'est un édifice intéressant parce qu'il a été construit par Adrien qui dans sa villa avait des bains extrêmement sophistiqués. Enfin construit par Adrien, c'est pas lui qui l'a construit manuellement, mais construit à l'époque d'Adrien. Et en fait on se retrouve devant un plan qui est quand même assez archaïque puisque dans la première moitié du IIe siècle on fait encore pour un grand édifice un itinéraire qui est rétrograde. Alors, quelles sont les raisons? Alors, la première raison, Vitruve nous dit qu'il faut toujours essayer d'exposer les salles chaudes au midi, ce qui est logique.
Mais là, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, pourquoi? Parce que l'édifice s'ouvre sur le Decumanus Maximus. Donc, on ne pouvait pas imaginer de mettre l'entrée de l'édifice au nord, sur une petite rue étroite, et avoir sur le Decumanus Maximus le couloir de service des thermes, avec l'arrivée du bois, les fumées, tout. Donc, on n'avait pas le choix. D'autre part, il occupe un îlot entier. On voit qu'il y a une rue ici, il y en a une autre là, tac, tac. Donc il occupe tout un îlot et ce sont des thermes avec palestre. Donc on voit la grande palestre qui est là. Donc à partir du moment où on choisissait Sparti, où on se trouvait au nord du Decumanus, la seule solution qui restait, c'était d'avoir un itinéraire rétrograde. Ce qui est le cas. Donc c'est un édifice important dans lequel le frigidarium qui est ici est précédé d'une grande salle que j'aurais tendance à appeler salle des pas perdus. Dans les thermes plus petits, c'est le frigidarium avec ses grandes proportions qui en fait fonction aussi. Mais bien évident qu'on allait aux thermes, pas uniquement pour se baigner, on y allait pour discuter, traiter des affaires, rencontrer des amis sans avoir forcément envie d'aller s'immerger. Donc on a cette grande salle. On en a une autre ici. On a les latrines, c'est classique. Souvent les latrines couplées avec les bains, soit sont accessibles à partir de la rue, soit elles sont détachées des bains, mais les gens des bains s'en servent. Mais c'est souvent lié. Souvent lié pour une raison simple, c'est qu'on utilise l'eau des piscines quand on les vidange pour nettoyer le canal de décharge des latrines, ce qui est logique. Alors on a en haut à droite, on note un réservoir et une fontaine publique sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors, donc là, on se retrouve avec le caldarium tout en haut, avec les bassins en rouge. Et pour résoudre le problème du fait que ce caldarium s'ouvrait plein nord, on a conçu le système suivant, à savoir, on a mis non seulement des doubles vitrages, mais une double fenêtre. Et ici, on a le couloir de service. Donc, on a vitré ici et on a vitré là. Et entre ces deux fenêtres vitrées circule l'air chaud du couloir de service. Donc là, on a une solution extrêmement astucieuse pour résoudre un problème de mauvaise exposition de l'édifice. Voilà. La chaudière est ici, les fenêtres sont là-haut, et l'air chaud du couloir de service peut passer par là. C'est-à-dire il arrive là et il circule entre les deux murs et entre les deux fenêtres. Alors bon, construire des thermes de cette importance dans la cité, ça correspond bien évidemment à apporter l'eau. Donc, en même temps qu'on alimente les thermes en eau, on en profite pour alimenter le quartier ou rénover l'installation. Ici, s'agissant de thermes publics financés avec l'argent public, eh bien, on les a dotés d'un château d'eau, qui n'est même pas un château d'eau, d'ailleurs, parce que si on calcule son volume utilisable dans les thermes, il n'y a même pas de quoi remplir la piscine du frigidarium. Donc il fallait que ça fonctionne à flux tendu. Donc en fait, c'est un castellum divisorium, un endroit où l'eau arrive et où on la répartit. Donc la rampe que vous voyez ici, c'est l'arrivée des tuyaux d'eau qui viennent de l'aqueduc, donc de l'eau sous pression, et les tuyaux de plomb étaient posés sur cette rampe et alimentaient le réservoir en haut. Sur l'autre façade, de l'autre côté, on a les tuyaux de descente vers le quartier, c'est-à-dire que c'est un peu plus bas et ça repart vers différents îlots du secteur. Et bon, une partie s'en va bien évidemment dans les thermes et une autre dans la fontaine qui est là-devant. Donc là, on construit des thermes, mais on en profite aussi pour alimenter le quartier en eau, créer une fontaine publique. Ce sont des choses qui sont indissociables, très souvent. D'ailleurs, dans les thermes de Bulla-Regia, qu'on a vu tout à l'heure, la citerne jouxte les thermes et le trop-plein de la citerne se vide dans une fontaine qui est adossée à la façade et où les gens venaient puiser l'eau. Là, c'est un autre exemple intéressant d'Ostie. Bon, les édifices qu'on a vus, thermes de Neptune, ils occupent tout un îlot, donc il n'y a pas de problème, sauf celui de la position par rapport au Decumanus.
Les autres, ils sont construits près du forum sur une grande place, pas de problème. Ici, on a des petits termes de quartier qui s'insèrent dans un tissu urbain déjà formé et assez irrégulier. Donc il est intéressant de voir comment, disposant d'une parcelle quand même assez biscornue, on a réussi à rétablir, à axer le monument, lui donner une orientation à peu près cohérente. Donc ce qui donne ces énormes massifs de maçonnerie qui en plan ne sont pas très gracieux, mais qui ne se voyaient pas dans la réalité. Bon, donc là, c'est pour montrer l'emplacement des grands thermes de Rome. Donc, vers 350 après Jésus-Christ, il y a 900 balnéas, c'est-à-dire 900 petits bains, et 11 grands établissements que j'ai représentés ici. Alors là, je voulais vous parler des bâtiments des thermes de type impérial, c'est-à-dire des thermes qui sont mis au point probablement à l'époque de Néron. On aurait ici sous les yeux les thermes de Néron, qui serait le premier édifice de ce type. C'est-à-dire des édifices parfaitement symétriques, où le circuit des utilisateurs dans les salles chaudes est dédoublé de cette façon-là, et où ils ressortent en commun. Ressortir en commun, c'est vite fait, il suffit de traverser le tapidarium de sortie, on se retrouve dans l'immense frigidarium. Donc là, on aurait le premier exemple de bain symétrique avec une immense natatio, 2 palestres, etc. Voilà, ça c'est le premier grand édifice thermal construit par Agrippa, sans doute à partir de 25 avant, et inauguré en 19 avant, lorsque l'aqueduc qui l'alimentait est ouvert, car Agrippa construit ses thermes, mais en même temps il fait construire un nouvel aqueduc pour Rome, aqueduc qui alimentera cet immense bassin qui est tout proche des thermes et lié aux thermes. Ensuite viennent les thermes de Néron, c'est-à-dire à peu près 80 ans après, qui eux sont parfaitement symétriques de plan, alors que là-haut on voit que ça ne l'est pas vraiment. Les thermes de Caracalla dans une gravure. Bon, les thermes de Caracalla, il y a le bloc thermal qui est au centre, qui a été construit en 4-5 ans, pas plus, ce qui est une prouesse assez extraordinaire. Ensuite, le portique qui l'entoure, notamment de ce côté, a été construit bien après. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bloc thermal réservé au sport et au bain, entouré par un jardin où on peut aussi faire du sport, se promener, contempler des statues, entendre des fontaines. Latéralement, on a des bibliothèques en haut, des salles de conférence dans les exèdres là sur le côté. Donc dans les termes de cette importance, c'est à la fois les bains, mais c'est aussi la culture, le plaisir et la fréquentation des œuvres d'art. Il peut y avoir des salles de concert et tout. Bon là, pareil comme pour Agrippa, Caracalla fait construire une dérivation de l'Aquamarcia pour amener l'eau dans l'énorme citerne des thermes, 33 000 m3, creusée à flanc de colline, comme ça, d'un côté, ça tenait bien, c'était dans le tuf, et contrebuté de l'autre côté par les gradins d'un demi-stade. Et tout ça pour alimenter ces immenses bassins, dont la natation ici, donc la grande piscine dans laquelle on pouvait nager, et dont on pense qu'elle était alimentée en flot continu, comme un nymphée. Donc dans les termes de Caracalla, on a retrouvé des statues de ce genre, quoi, hein. Donc c'est vraiment c'est en même temps des musées, quoi. Donc le bloc thermal est accessible à partir du jardin sur 3 côtés, les entrées principales sont là. Le circuit chaud, donc, je vous le résume en vous disant que, donc j'avais dit qu'on divisait le flot des baigneurs, donc à droite, ici hop, on a la palestre, et les salles chaudes. Et après, bon, même chose de l'autre côté, et quand on ressort, on a juste comme trajet en commun, là, cette partie-là, et on est dans le frigidarium. Donc une façon de dédoubler complètement... Bon, ça, c'est pour indiquer les baignoires qui, à l'heure actuelle, baignoires de granit qui décorent les fontaines de Piazza Farnese. Ça, c'est un dessin de Viollet-le-Duc de restitution de l'édifice. La natatio, telle qu'on peut l'imaginer. Bon, à l'heure actuelle, c'est un grand mur de briques entièrement dépouillé, parce qu'évidemment, les thermes de Caracalla, c'était une mine, une carrière fabuleuse à l'intérieur de la ville. Donc, on a récupéré tous les marbres. Les statues, heureusement, elles...
nous sont parvenus en partie, et même les briques des murs ont été attaquées, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le parement de briques souvent. Bon, ça pour donner une idée du couloir de service, on peut circuler dedans avec un camion assez gros. Plus grand que ça, donc construit en très peu de temps, Thomas le bloc thermal, plus grand que ça et reprenant à peu près le même plan, les thermes de Dioclétien, donc qui eux ont survécu surtout grâce à l'église qui s'est installée dedans et puis à la place qui en a repris la forme. Donc l'exèdre sud, c'est la Piazza Esedra d'aujourd'hui. Ici, on avait le caldarium dont il ne reste que l'abside de sortie, vers le tépidarium de sortie, et le frigidarium, qui n'est autre que l'église Santa Maria degli Angeli. Donc, qui donne une très bonne idée, même si on a remplacé certains décors par des tableaux religieux, ça donne une idée du luxe des termes de cette époque. Bon, après... Ces termes symétriques se sont répandus dans l'Empire, donc à Trèves, à l'époque de Constantin, vu que c'était une ville de résidence impériale, à Carthage, voilà. Bon, je suis désolé, je ne fais pas de conclusion, mais je crois que, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop abreuvé d'informations.